C'est de la folie. C'est vraiment, je vous dis, le projet d'ordre mondial. C'est pour ça que si l'Union européenne réussit, évidemment, c'est la réussite du reste par derrière, parce que ce sera beaucoup plus facile d'unifier les autres parties du monde. Hein. Les autres parties du monde, en particulier, on a le cas de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, où il y a une unité linguistique qui facilite grandement cette intégration continentale. Contrairement à l'Union européenne, où justement il y avait une difficulté, puisque ce sont des pays, au contraire, qui sont séparés linguistiquement, culturellement, hein, et de façon très marquée. Alors, il y a Baptiste64, petite question, alors là vous voulez dériver, bon bah on dérive. Une petite question, que penses-tu des révélations de Louis Dalancourt qui est venu à Méta TV récemment? Bah moi j'ai suivi cette émission avec attention, il a parlé de pas mal de choses. Je l'ai plutôt repris sur certaines choses, j'étais pas d'accord parce que je trouve qu'il n'a pas assez démontré. D'ailleurs, on va le réinviter. Quand il reviendra, on lui demandera de démontrer beaucoup plus, d'apporter les preuves. Parce qu'on ne peut pas balancer comme ça, en fait, certaines affirmations. Moi, j'ai trouvé très intéressant, hein, tout ce dont il parle, c'est des choses, moi, là, l'eschatologie chrétienne, etc. C'est très, 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 très intéressant, la numérologie. On tombe comme ça, vous savez, dans ces domaines un peu mystiques. Moi, j'aime beaucoup. C'était un beau voyage, hein, voilà, c'est un peu comme un voyage. Mais c'était à la fois, des fois, un peu, je trouve, balancé en l'air. On ne peut pas balancer certaines affirmations comme ça en l'air. Ça a mon sens. Il faut prouver. D'ailleurs, je l'avais demandé avant, mais lui, il avait ramené du papier. Alors, je lui ai dit qu'il fallait ramener des documents plutôt sous forme numérique pour montrer à l'écran. C'est-à-dire, même quand on sort une citation, c'est beaucoup mieux de la voir sous les yeux et de donner les références et les sources. Parce que sinon, on peut après un peu balancer un petit peu n'importe quoi, quoi. Sinon, c'est pas assez justifié. Alors, je pense que Poutine reprendra la partie Est sans provoquer l'Ouest, là, sur l'Ukraine. Oui, on revient sur l'Ukraine, c'est Pelot qui nous dit ça. Ouais, bah, j'espère bien, mais ou peut-être, comme on nous a dit tout à l'heure, qu'il va garder la Crimée. Il va se contenter de la Crimée. On va voir comment ça évolue, cette histoire. Puis on parle de l'Ukraine, mais c'est la grosse misère en Espagne. À la moindre manif, le peuple se fait taper sur la gueule par la Guardia Civile. Tu m'étonnes, Ozzy. Et c'est une situation effectivement catastrophique en Espagne, avec une police autoritaire. C'est le vrai visage de l'Union européenne, parce que maintenant, pour conserver le système en place, on est passé au stade de la violence. Il n'y aura plus, vous savez, le stade du dialogue, le stade, oui, on va commencer à les uns les autres pouvoir voilà, j'ai envie de dire, se targuer hein, de pouvoir, comme ça, aller provoquer les autorités. Ça va être de plus en plus violent. Il va y avoir une violence extrême, extrême. C'est évident. Pour garder le système en place, je vois pas comment le système maintenant ne peut se conserver que par la violence. Parce qu'il y a un état de conscience suffisamment important, d'une part suffisamment importante de la population, pour ne plus accepter le système tel qu'il est. Et donc, si cette part très importante, maintenant, qui est en train de grossir, c'est exponentiel, hein, en plus, dire, c'est vraiment chaque année les rangs grossissent, si j'ose dire. Et donc, à un moment donné, on atteint comme une masse critique qui, de toute façon, fait basculer les choses. Et j'en suis convaincu. Et le système, lui, a parfaitement conscience de cette masse critique. Et la seule réponse, au stade maintenant où on est arrivé, c'est la violence. Il n'y aura pas, il n'y a pas d'autre solution pour le système. C'est de conserver, de se maintenir par la violence. Violence qui risque de s'accentuer. Puisqu'on voit bien qu'il y a une violence, donc je parlais de cette guerre des mots, donc de cette violence mentale extrêmement forte, hein, violence médiatique, et qui devient maintenant une violence physique. Physique avec les grands chiens de garde. Donc on a le grand retour des milices, hein, ça déjà, c'est des milices de tous bords, qui viennent servir, on le sait, les intérêts d'une oligarchie en place. Donc ces milices-là, bien établies, viennent de façon précise, ponctuelle, ciblée, sur des événements, exercer une violence physique
auprès de certaines personnes et de toutes les personnes compromettantes, c'est-à-dire les journalistes indépendants, ceux qui peuvent véhiculer pardon, une autre forme d'information, qui est quelque chose qui serait de la contre-information, ça c'est sûr, c'est la cible, et tous les dissidents, toutes les personnes qui vont apporter une forme de dissidence dans leur domaine, que ce soit des auteurs, des professeurs, etc., des politiques, et puis on a, la liste est longue, hein, de Chouard à Hillard, à Bricmont, à Collomb, à Asselineau, etc., de tous ces gens qui sont visés par des espèces de cabales internet qui viennent sans cesse de sites déclarés d'extrême gauche antifascistes et qui au fond servent les intérêts impérialistes de certaines forces. Parce que quand on empêche Michel Collomb d'aller s'exprimer sur la Libye, je ne vois pas en quoi hein, on rend un service à l'anticapitalisme et à l'anti-impérialisme. Hein, je me demande contre qui on se bat. Et c'est vraiment la question que je pose. Alors, voilà, ça me paraît quand même le minimum. Alors, Pelot, il me dit malheureusement que ce sera un prétexte pour l'OTAN, mais on va tout faire indéfiniment sans rien faire. Je vois en aucun cas une guerre, mais on sait qu'on nous y pousse. Voilà, on a l'impression, et c'est un sentiment assez terrible, hein, qui doit peut-être nous faire penser à nos ancêtres, qui ont dû, voilà, je pense à tous ceux d'entre nous, certainement les grands-parents ou les arrière-grands-parents, qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, et qui l'ont vu arriver peut-être de cette façon dont nous on voit les événements en ce moment. C'est-à-dire avec des choses qui s'imposent à nous. On a l'impression de sentir une guerre qui s'impose à nous et personne n'en veut vraiment, on en comprend les causes, et on voit bien que ça s'impose à nous. Et que ça s'impose de façon, vous savez, voilà, de façon à ce que ça nous laisse presque impuissants. Parce que dans une guerre, on voit, à la fin, il y aura deux camps. Il faudra encore choisir un camp, mais il n'y aura plus le troisième camp. Et on voit bien que tout ça s'impose à nous, j'ai envie de dire, contre nous-mêmes. C'est complètement dingue, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Les Américains sont ruinés, mais ils continuent à parader aux côtés du quatre coins du monde sur notre dos. Oui, c'est tout à fait. C'est pour ça qu'ils déclenchent des guerres. Ils ont une économie de guerre basée sur la guerre, basée sur le complexe militaro-industriel et sur la suprématie d'une monnaie qui s'impose de façon militaire. Et pour qui veut en sortir, se retrouve immédiatement bombardé hein, par l'aviation américaine qui domine évidemment la planète avec ses bases absolument partout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une carte des bases américaines dans le monde. C'est hallucinant, ils ont des bases absolument partout sur toute la planète, un déploiement de forces spéciales dans tous les pays. Enfin, c'est une vision militariste des choses telle que la planète ne l'avait jamais connue. L'OTAN a toujours été un moyen de maintenir les soviétiques. Aujourd'hui, tout est effondré, mais la guerre froide continue avec un degré moins important. La Turquie a été ajoutée à l'OTAN en 1952. C'est sûrement le pays le plus stratégique car il contrôle le détroit du Bosphore, ce qui empêche l'accès aux Russes en Méditerranée en temps de guerre. L'Ukraine est le prochain pion, tout aussi important que la Turquie. C'est Yen qui nous dit ça. Et je pense qu'il a parfaitement raison. Dans la géostratégie, on a intégré la Turquie à l'OTAN. Et c'était très stratégique, évidemment, c'était une pièce maîtresse, si j'ose dire, de la stratégie américaine, parce que cet accès, évidemment, leur donne un accès privilégié. D'ailleurs, on sait que la Turquie, vous savez, ouvre son espace aérien à l'aviation militaire israélienne, qui, grâce à ça, peut espionner, évidemment, tous ses voisins iraniens, irakiens, arméniens et autres, et syriens, et voilà. Et donc, la Turquie a une place, évidemment, d'une géostratégie ultra importante. C'est un pion, effectivement, maître dans le jeu de l'échiquier américain. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore Topa, que penses-tu de l'info sortie par la France Libre il y a 2-3 semaines, selon laquelle Poutine a proposé un accord de libre-échange à l'Union européenne? Oui, bah oui, ouais, oui, je l'ai vu, cette info. Bah, qui lui propose un accord de libre-échange à l'Union européenne, pourquoi pas. La Russie a même intégré l'OMC. Vous savez, c'est très récent aussi, ça s'est négocié
Je crois que c'était il y a 2 ans, même pas, hein, ouais, c'est très très récent, la Russie qui intègre l'OMC. Donc oui, Poutine il cherche aussi, alors ça confirmerait peut-être les analyses de Pierre Hillard, parce que lui il est très suspicieux sur les intentions de Poutine, et tout comme il avait des doutes sur les intentions de Chavez. On avait même fait la réponse de Chavez, de Vincent Lapierre, il ne partage pas absolument la même opinion d'ailleurs sur ce sujet. C'était très intéressant. On aimerait bien d'ailleurs un jour qu'ils puissent débattre sur ce sujet, puisqu'ils ont des opinions divergentes un peu sur les intentions des uns et des autres. Est-ce qu'on peut, voilà, comment prêter des intentions aux uns et aux autres, en particulier à Poutine? Alors Poutine, c'est vrai, il avance son jeu en même temps sur les dossiers de l'OTAN, il prend une position où il est contre. On voit bien que la Syrie, où il n'a pas lâché. Et puis en même temps, il y a une espèce d'ouverture et de volonté aussi de créer un espace de libre-échange, puisqu'il crée son propre espace de libre-échange avec la Russie, alors je ne sais plus, il y a le Kazakhstan, etc., il y a plusieurs pays. Ils créent leur espace à eux, et puis ils veulent aussi créer des accords avec l'Union européenne. Mais pourquoi pas? C'est une logique de commerce en même temps. La Russie a la vocation à plus faire du commerce avec l'Europe, plutôt qu'avoir des projets d'invasion militaire. Enfin, moi, je préfère qu'on s'entende sur des projets de commerce et des traités d'accords de libre-échange, plutôt que sur voilà, des traités comme l'OTAN, voilà, qui essaie d'installer sa barrière de missiles face à la Russie, ce qui est un acte de provocation absolue, qui ne peut mener que à une tension avec la Russie. Et la Russie, je pense pas que on a les moyens de se frotter pour le moment à la Russie, en tout cas l'Union européenne toute seule, sans l'OTAN. C'est-à-dire sans l'appui et la force américaine. Parce que vous savez, c'est ça la défense américaine. La défense américaine, elle a fait en sorte que toutes les armées européennes soient complètement démantelées pour qu'elles deviennent dépendantes de cette défense américaine. Et actuellement, par exemple, la France serait incapable de mener une véritable opération militaire sans l'OTAN et sans l'appui logistique américain. Il faut le savoir que même pour emmener des troupes en Centrafrique, on a dû utiliser des avions américains, etc. On n'a plus d'avions, on n'a plus rien. Il faut comprendre l'état de l'armée française, c'est dramatique, je vous assure. Il faut vraiment, un jour d'ailleurs, on aura, j'espère, des militaires, il y en a beaucoup qui nous regardent d'ailleurs, des militaires, qui nous ont contactés et qui sont très, très remontés contre la politique qui est menée dans l'armée, avec le démantèlement de l'armée française, démantèlement programmé, démantèlement qui s'inscrit totalement dans la stratégie des chaînes, vous savez, pour l'idée du stratagème des chaînes, il y a cette idée de déposséder l'ennemi de son armée de façon à le rendre inoffensif. Donc c'est exactement ce que les Américains ont appliqué sur l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a plus d'armée véritablement européenne qui ne puisse se défendre sans le parapluie, comme on l'appelle, américain. C'est pas possible. Et tout a été fait pour. C'est bien prémédité, c'est par hasard. Tout ça n'est certainement pas le hasard. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ils veulent détruire par avance le retour de l'axe grand continental eurasiatique Paris-Berlin-Moscou. Benajan vous l'a bien dit, c'est facho, c'est la quatrième théorie politique, l'eurasisme. Voilà un début de réponse pour la dissidence. Ouais, c'est une vision, mon cher Nasrallah. Oui, l'axe Paris-Berlin-Moscou, un axe qui pourrait les déstabiliser. Mais vous savez, moi, j'ai pas très confiance aux Allemands, au sens où les Allemands, comme disait De Gaulle, je pense ils nous font toujours un coup de jarnac, ils lui ont fait un coup de jarnac. Je ne sais pas si on pourra avoir confiance vraiment aux Allemands. Finalement, les Allemands se sentent plus proches du monde anglo-saxon que du monde francophone. Vous voyez, on a un logiciel de culture absolument différent du monde germanique, qui se sent plus proche, à mon avis, du monde anglo-saxon. D'ailleurs, on parle d'anglo-saxon, quoi. On parle bien d'anglo et de saxon, donc la Saxe, les Allemands. Donc les Allemands sont bien plus proches de ces... Voilà, ils appartiennent à cette communauté anglo-saxonne, alors que pour moi, la France, définitivement, appartient
à une communauté beaucoup plus latine. Hein, même si on a une position d'être, j'ai envie de dire, les latins du Nord, donc un peu moins bordélique que les latins du Sud. Là, j'ai tous les Italiens et les Portugais sur le dos. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La Russie n'a pas le choix. Quand la bête t'attaque, si tu restes dans la défense, tu perds. Tu dois contre-attaquer. Le combat qui s'engage est à mort. Et ouais, il faut bien que la Russie, ouais, voilà, elle se défende. Hein, puisqu'il y a certains pays qui ont des droits sacrés à se défendre. Hein, on ne cesse de nous le marteler, hein, le droit à se défendre de certains pays. Et la Russie aussi a bien le droit de se défendre. D'ailleurs, Poutine se défend plutôt pas mal. De pas à terme la signature d'un accord avec l'UE, puis le marché transatlantique et transpacifique. Ainsi, on aura un marché commun allant du Mexique aux Philippines, confirmant, comme tu le dis, les analyses de Monsieur Hilar. C'est Zarma qui nous dit ça. Ah bah à terme, voilà, donc il aura quelque part cédé ouais, au nouvel ordre mondial, aux sirènes du nouvel ordre mondial. Est-ce qu'il est bien inéluctable alors, faut croire, hein, parce que là il nous entraîne, hein, vous avez vu, on est tous entraînés dans ce grand marché, effectivement, dans cette fusion. Personne ne veut y aller, personne ne l'a demandé, et pourtant ça s'impose à nous. Comme quoi, vous voyez que l'histoire des choses est beaucoup plus complexe, parce que on sent bien qu'il n'y a pas de, il n'y a pas, il n'y a pas une volonté populaire majoritaire d'aller vers ce grand ensemble. Et pourtant, on s'y dirige. Hein, on y va vraiment, mais direct, quoi. Hein, on y va tous droit dans le mur, si j'ai envie de dire. Hein, c'est clair. Alors, il faut juger les présidents et les gens en général sur leurs actions. Est-ce que le peuple vénézuélien se porte mieux grâce à l'action de leur président? Oui, tu donnes la réponse. Et effectivement, on peut dire oui, parce que les Vénézuéliens se portent bien mieux depuis Chavez, et les Russes se portent mieux depuis aussi Poutine. Et il faut le dire que Poutine a ramené quand même une forme de panache, une forme de fierté. Il a redonné une dignité aux Russes. Hein, parce qu'après la guerre froide, après les années 90, les Russes, ils étaient à plat, ils étaient à néant. Hein, les États-Unis pensaient, ça y est, on a gagné. Hein, d'ailleurs, ils le pensent, que ce monde voilà, uni, polaire dont on nous a parlé, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ils pensent, nous avons gagné. Il n'y a plus d'idéologie, effectivement, pour nous contrer. Même le communisme à la chinoise, aujourd'hui, on a bien, ça tourne presque à la blague, quoi. C'est-à-dire, enfin, la blague, pour un occidental, parce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est vrai d'un point de vue d'un Chinois, que le communisme chinois, lui, il est plutôt positif, puisqu'il a ramené justement l'économie de marché, il a réussi, etc. Donc ce système, pour une partie en tout cas de la classe chinoise, pas l'ensemble, parce qu'il y a un prolétariat depuis qui est né en Chine, et ce prolétariat, on le sait, ne cesse d'avoir des revendications sociales. D'ailleurs, ce qui fait que la Chine deviendra un pays de moins en moins attractif, hein, au sens de la manœuvre. Déjà, on a commencé à délocaliser, puisqu'aujourd'hui on fabrique, vous savez très bien, on va au Vietnam, au Cambodge, aux Philippines, etc. On va dans la périphérie encore de la Chine, parce que la Chine devient même trop chère, vous imaginez donc, puisque il y a eu l'émergence d'une classe moyenne qui revendique de plus en plus de droits sociaux, de droits économiques, et finira par revendiquer certains droits politiques, ça me paraît évident. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de renversement du système, puisque le système produit de la richesse, et c'est tant que cette classe moyenne émergera comme ça en Chine, non, le communisme aura encore de beaux jours, en tout cas sous sa forme chinoise devant lui. Hein. Ça me paraît évident. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Ouais. Il ne faut pas oublier les fortunes dépensées pour la véhiculation de divers Antonov qui sont beaucoup plus pratiques que les C-130 américains pour le transport de matériel. Oui, on dépense plein d'argent. En plus, oui, on va louer des avions un peu partout. Et ça serait parler de l'armée, oui. On va louer des transports de troupes, mais je trouve ça quand même assez affligeant pour une puissance comme la France de devoir louer des avions à l'armée américaine ou aux Russes parce qu'on n'a pas les moyens de nous-mêmes transporter nos troupes. Hein, quand on nous avait expliqué, vous savez, ce reportage qui était terrifiant sur l'état de l'armée française, où on apprenait qu'un blindé sur deux était en panne. Un blindé sur deux. Et il y avait un avion sur trois, quelque chose comme ça. Enfin, c'était des chiffres absolument hallucinants. Vous ne pouvez pas croire que c'était comme ça. L'état de l'armée française, il était absolument incroyable. Vous savez, dans les casernes, hein, il n'y a plus rien. Hein, on n'a plus rien.
Hein, Hollande fait même retirer les balles des militaires lorsqu'il y a des représentations, pour vous dire à quel point il a confiance. Il a même peur du coup d'État. Vous vous rendez compte, la France, on en est arrivé au stade, on se moquait, hein, je me rappelle, hein, il y a une quinzaine, vingtaine d'années de tous les pays africains et des coups d'État et de ce genre de réaction qu'on attribuait au président et aux dictateurs africains, hein, de faire retirer les balles de sa propre armée, et puis on s'en moquait. Hein, et on en est à ce stade-là. Hein. Alors il faudrait qu'on réfléchisse un peu sur l'état vraiment de nos institutions politiques. Hein. C'est clair et net. Alors, pourquoi ne pas inviter des gens de la société civile, des gens peu connus mais qui ont des choses à dire et sont représentatifs d'un corps de métier, par exemple les sages-femmes en colère, etc. Mais nous le faisons et si vous avez c'est Victor Dum. Nous le faisons et s'il y a des propositions, bah, elles sont les bienvenues. On est prêt évidemment à inviter des gens de la société civile, on l'a déjà fait, on a invité pas mal de gens pour défendre certains sujets, pour même parler d'histoire, pour parler de... On est très très éclectique je pense et assez ouvert sur ce côté-là et vos propositions sont les bienvenues, mais surtout voilà, si vous avez des gens avec qui nous mettre en contact directement, c'est d'autant plus rapide et d'autant plus facile. Voilà. Alors, Israël est l'allié des Saoudiens, vu les dernières attaques aux frontières de la Syrie et du Liban. Ah bah oui, ça on le savait, les musulmans sionistes hein, de, de Jeddah et de Médine, qui ne cessent d'attaquer leurs frères alliés donc à Israël. Bon, c'est complètement paradoxal, mais bon, ça confirme un petit peu ce qu'on nous explique depuis longtemps. Alors, ne me dites pas, que penses-tu du survivalisme, toi, personnellement? Bah, le survivalisme, il y a une forme de chose qui est assez intéressante parce que ce qui est décrit, en tout cas, d'un effondrement économique général et d'une crise majeure, j'ai presque l'impression que c'est vous savez, c'est prophétie autoréalisatrice. On y pense tellement tous que de toute façon, ça va finir par se réaliser. Et peut-être que c'est l'analyse de qu'on porte sur le monde qui nous fait penser que de toute façon, ça ne pourra pas continuer comme ça de vita aeternam, mais qu'il va bien falloir que tout ça s'arrête, parce que cette machine est folle. Et donc, quelque part, il y a une chose sensée à penser en survivaliste. Ce qui me dérange un peu, maintenant, dans ce courant qui s'est installé de survivalisme, c'est qu'on fait beaucoup d'argent, je trouve, sur le dos des gens. Et ça me dérange un peu ce principe marketing sans cesse, puisqu'on parle de survivalisme, on prétend à la survie des gens, on commence par leur ponctionner leur portefeuille, quoi. En leur expliquant demain vous aurez plus d'argent. Alors commencez par me le donner. Ça me dérange. Ça me dérange un peu, en tout cas, sur le, la récupération qu'en est faite par certaines personnes, quoi, et qui font beaucoup d'argent autour de cette idée de survivalisme. Seulement, l'idée en soi est assez alléchante et très intéressante, le fait de se dire qu'on va pouvoir vivre, oui, par exemple dans une base, vous savez, les bases autonomes durables, etc. Oui, c'est assez intéressant. En tout cas, c'est un concept qui se développe dans pas mal de pays et qui est intéressant du point de vue de la résistance, je trouve, et du point de vue de couper, de rompre définitivement avec le monde économique et finalement les tyrannies de la société, puisque si vous n'avez plus de compte bancaire, vous n'êtes plus attaché, voilà, vous n'avez plus de ces attaches-là à la société, vous vivez en autarcie, en autonomie totale, vous gagnez votre liberté quelque part. Moi, je le pense sincèrement. Mais ils vont tout faire pour aussi, si ça prend trop d'importance, arrêter ce mouvement, nous expliquer qu'on n'a pas le droit, vous savez, vous n'avez pas le droit de faire votre essence, votre truc, vous n'aurez plus le droit de cuisiner ou de jardiner bientôt, hein. Vous n'avez déjà plus le droit de mettre du bois dans la cheminée. Alors, selon ton propre avis, une troisième guerre mondiale va-t-elle avoir lieu et pourra-t-on stopper le nom euh, en fin de compte, oui ou non, et comment? C'est nos limites. Bah, malheureusement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Je l'espère pas. Mais il semble qu'ils mettent tous les éléments, en tout cas, en place pour nous amener, en tout cas, dans un conflit majeur, dans une confrontation générale. Ça paraît évident, hein, tous les analystes nous l'ont expliqué, mais tous les éléments viennent le corroborer chaque jour, hein, j'ai envie de dire. On est en plus dans une forme assez mystique des choses où toutes les prophéties religieuses semblent s'accomplir une par une.
hein, c'est-à-dire dans des termes, voilà, après, comprenne qui voudra, parce que si on n'est pas sensible à effectivement les formes d'eschatologie chrétienne ou islamique, ça ne peut pas nous toucher, mais on voit qu'il y a une concordance réelle entre les faits et, certains passages justement de ces eschatologies. Donc c'est pour ça que ça reste quand même assez intriguant d'arriver dans cette période de l'apocalypse, hein, de la révélation. Et révélation, oui, en plus je dis révélation, les masques tombent, nous sommes dans une période où les masques tombent, donc nous sommes dans la révélation, on est dans la période, alors on parlait de lumière, voilà, effectivement, tout est en train de s'éclairer, le monde est en train de révéler son véritable visage. Et c'est ça le changement. Hein, c'est peut-être bien ça la fin. Parce que quand on voit le véritable visage du monde, quelle sera la réaction des 99,9%? Voilà. Et est-ce qu'on va nous entraîner dans une guerre mondiale? Ils en sont parfaitement capables, ce serait presque leur intérêt. Et à ce moment-là, ça s'imposera à nous. On comprendra que finalement, nos ancêtres se sont tapés 2 guerres mondiales qui se sont imposées à eux. Comprenne qui voudra. Et mais je peux pas dire, je peux pas en dire plus, quoi. Je sais pas, je peux pas le lire dans le marc café, mais je sais pas si il y a rien qui laisse présager, en tout cas, effectivement, des événements de bon augure, en tout cas pour ce qui est des événements. Après, justement, leur ordre mondial, j'ai envie qu'on se dise tous qu'on peut le faire capoter. Si on a suffisamment la force, pourquoi pas? Vous voyez, De Gaulle, il a expliqué, c'était un bluff. La France libre, c'était 10 mecs. Et à la fin, ils ont fait un bluff qui a marché. Eh ben, peut-être bien que là, c'est quelque chose, voilà, nous, la bande de fous, peut-être, on est, je sais pas, quelques milliers. Eh ben, ces gens-là ont suffisamment d'énergie, vous voyez, ils vont alchimiquement dégager une énergie telle que ça va tout modifier le cours des choses. Moi, je pense que c'est réalisable. Oui, c'est à portée de main. C'est à portée de main parce que tout est dans l'esprit. Donc pour moi, la victoire, elle est dans nos têtes. À partir du moment où on pense la victoire, on aura la victoire. Et à partir du moment où on transmet cette victoire avec l'intention, hein, en plus, alors là, ça parle aux musulmans, parce que moi, si j'ai compris une chose dans l'islam, c'est l'intention. Hein. Ça, les musulmans, vraiment, sont d'accord là-dessus. C'est l'intention qui est importante. Donc finalement, c'est très alchimique, d'ailleurs, l'islam, hein, puisque l'intention, c'est précisément la pensée, la matière de la pensée. Voilà, la matière de la pensée. Oui, on ferait de la langue des oiseaux avec, tellement. Et, et ça paraît évident, c'est les intentions qui comptent. Et donc si l'intention est tellement forte et qu'on est mécaniquement un nombre plus important, ça finira par faire basculer le cours des choses. C'est inévitable. C'est déjà le cas en fait. Pour moi, le cours des choses a déjà basculé. Notre existence même ce soir, notre présence même, est la preuve absolue que ce cours des choses a basculé. Simplement, on attend que cet apocalypse, cette révélation, se révèle au plus grand nombre. Vous êtes peut-être des apôtres, vous avez compris la révélation, était déjà en marche, et vous avez compris une forme de cette révélation déjà. Mais la révélation, elle est déjà là, et elle ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer. Alors, pour répondre à la judicieuse analyse, pourquoi restons-nous les bras croisés alors que la théorie du genre est un gros crachin sur notre face? On attend le leader, or il n'y en aura pas comme celui des révolutions appelées par les USA pour cause l'histoire des SMS. Farida Belgoul est intrigante, un opérateur de réseau peut diffuser d'infos par SMS. Ah oui, oui, bah ouais, c'est vrai, peut-être aussi, justement, c'est peut-être cette chose de l'histoire, Charles Kaji, c'est des gens, par l'intention, encore une fois, tellement forte, qui s'est diffusée. Et se diffusant, elle a créé quelque chose qu'elle-même n'avait pas prévu, c'est que ça fonctionne. Voilà. Après, vous savez, aujourd'hui, les SMS, quand même, la plupart des gens ont des forfaits gratuits SMS. Hein, c'est terminé, les forfaits payants SMS. Donc, envoyer des SMS en milliers de choses avec Facebook, etc., c'est quelque chose, effectivement, voilà, on peut s'interroger, mais qui reste très accessible. Alors, il y a eu un problème entre Einstein et Poincaré. Einstein est un pompeur quand on dit que l'expansion de l'univers qui résulte de la relativité, il a réfuté, car c'était en désaccord avec sa vision idéaliste de l'univers. Alors, vous débattez sur Einstein et la théorie de la relativité.
On est passé de tous les sujets, on passe de Einstein à la relativité, et on revient sur l'Ukraine, et on passe par le survivalisme, c'est énorme. Mais c'est la libre antenne en même temps. C'est vous qui faites les sujets. Y aura-t-il une invitation de LLP? Mais bien sûr, oui, LLP, on pense qu'on va l'inviter. Il y a eu Morgan Priest qui nous a parlé des francs-maçons, tout à fait, Morgan Priest, et aussi Thierry Messan qui nous en avait parlé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut opposer un vivalisme français au survivalisme américain. Pas mal, Nasrallah Pandagol, pas mal, pas mal. C'est une bonne, je trouve, opposition. Loane Murphy, pas tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Voilà, ouais, la fameuse Loane Murphy, ben, on est en train de tous de se l'appliquer. L'armée française sur le papier est l'une des plus puissantes du monde. On a un budget autour de 60 milliards, mais le X c'est qu'on parle pas. On paie 5500 généraux payés à ne rien faire selon Provocha. Il en faudrait 250 pour l'armée, ça peut expliquer beaucoup de choses. Exactement, oui, on est le pays, on a 5500 généraux. Il y en a plus que certaines forces combattantes. Je crois qu'il y a moins de légionnaires, moins de etc. Je vous assure, c'est complètement dingue. On a 5500 généraux payés à ne rien faire en France. C'est Russia Today qui avait sorti l'info, qui avait fait un gros reportage là-dessus, et absolument incroyable. En plus, tout à fait crédible parce que ces généraux sont souvent stipendiés, vous savez, par l'OTAN, etc. Ils touchent des subsides supplémentaires qui permettent que tous ces gens-là se la ferment bien gentiment, font leur petite carrière en ne faisant pas grand-chose, touchent beaucoup d'argent et permettent qu'on démantèle l'armée sans que les Français n'en fût informés. C'est, voilà, parfait. Eh ben, je vois qu'on arrive à la fin. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Il y aura une guerre car l'Empire le veut et il n'y a personne pour s'y opposer pour l'instant. L'histoire nous dit qu'il n'y a eu personne en 14 et en 39. Si, il y en a eu. Il y a eu des gens qui se sont opposés à la guerre. Mais aujourd'hui, on nous a fait passer pour des antisémites affreux alors que ces gens-là s'opposaient à la guerre. Peut-être demain, nous serons opposants à la guerre et on dira que nous étions des fachos absolus, des extrémistes, de vilains conspirationnistes qui voyaient le mal partout. Eh ben, merci en tout cas à vous tous d'être présents sur le chat. Merci voilà, à tous ceux, Pirates du Bitume, Cyril, Nasrallah, Ali Doum Doum, Ozzy, Méo, Nasrallah Pendragon, Cyrine, Will of Future, Watascam, Yasmine, Pelo, Baptiste, Rafri My Mind, etc. Vostok et tout, Ali, lecteur No Limit 72, Toto, Geoffrey, Démurge 2001, Daniel Q, Toto, Zinzel, etc. Bon, je peux pas tous vous citer, de toute façon vous êtes trop nombreux. En tout cas, les habitués se reconnaîtront. Merci de nous suivre. Demain, il y aura une émission spéciale avec Alain Benajam sur Jeanne d'Arc, donc polémique à l'horizon. On évitera de parler de République, on en fera une spéciale sur la République pour ne pas s'égarer. En tout cas, demain, ce sera Jeanne d'Arc à l'honneur sur Meta TV. Pour vendredi, nous aurons El Gaouli. Voilà, donc bah, voyez, gros programme encore qui continue. Merci à vous d'être fidèles. Merci à tous. Merci à Mikey, à Nico, à la régie. Un petit coucou à Steph. J'ai vu que tu traînais sur le chat. Et voilà, on vous fait plein de bonnes vibrations pour ne pas dire good vibes. À demain. Ciao, ciao. À vous, la régie.